Dièse chapitre 1, l'héritage des champs d'or. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue autour de la ferme des Dubois, créant un océan violet qui ondulait doucement sous la brise provençale. Claude, un homme de 60 ans au visage buriné par le soleil, contemplait ce spectacle depuis la terrasse de la demeure familiale. Ses yeux, d'un bleu aussi profond que le ciel méridional, reflétaient la sagesse accumulée au fil des années passées sur ces terres ancestrales. La propriété, transmise de génération en génération, était bien plus qu'une simple ferme. C'était un sanctuaire où les chevaux vivaient en harmonie avec les hommes depuis plus d'un siècle. Henri et Margot, les parents de Claude, avaient consacré leur vie à perpétuer cette tradition, élevant des chevaux d'exception qui faisaient la fierté de la région. Les écuries, construites en pierre dorée de la région, abritaient une dizaine de chevaux, chacun avec sa propre personnalité que Claude connaissait par cœur. Il passait ses matinées à les brosser, leur parler et les exercer dans le grand manège adjacent. Les habitants du village disaient souvent que Claude avait hérité du don de ses parents, cette capacité mystérieuse à comprendre les chevaux mieux que quiconque. Un matin de printemps, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les collines environnantes, Claude se rendit au marché de Lourmarin. C'était un rituel hebdomadaire qu'il affectionnait particulièrement, l'occasion de retrouver les visages familiers et d'échanger les dernières nouvelles. Alors qu'il négociait l'achat de foin avec Marcel, son fournisseur habituel, une conversation attira son attention. « Tu as entendu parler du poulain des Girard » chuchotait une voix derrière lui. « Ils disent qu'il est né avec une marque étrange sur le front, comme un croissant de lune. Mais il est si faible qu'ils ne savent pas s'il passera la semaine. » Claude sentit son cœur se serrer. Il connaissait les Girard, une famille d'agriculteurs qui s'était récemment lancée dans l'élevage de chevaux sans grande expérience. Sans hésiter, il demanda l'adresse de leur ferme et s'y rendit immédiatement. Ce qu'il découvrit là-bas le bouleversa profondément. Dans un box mal entretenu, un petit poulain à la robe Isabelle gisait sur la paille, tremblant de fièvre. Mais ce qui frappa Claude, ce n'était pas tant sa condition physique que son regard. Des yeux d'une intelligence rare, qui semblaient porter en eux une sagesse millénaire. « Il est né il y a 3 jours, expliqua Madame Girard, l'air embarrassé. Le vétérinaire dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Nous ne pouvons pas nous permettre les soins dont il aurait besoin. » Claude observa attentivement le poulain. La marque en forme de croissant sur son front brillait étrangement sous la lumière filtrant par la lucarne. Quelque chose dans cette scène lui rappelait un détail, un souvenir enfoui qu'il n'arrivait pas à saisir. Sans même réfléchir, il proposa d'acheter le petit cheval. « Je l'appellerai Thierry » déclara-t-il doucement, tandis qu'il signait le contrat de vente. Ce nom lui était venu naturellement, comme un écho du passé qu'il ne comprenait pas encore. En chargeant le poulain dans sa remorque, Claude ne se doutait pas que ce jour marquait le début d'une histoire extraordinaire qui dépasserait tout ce qu'il avait pu imaginer. Dièse chapitre 2, les premiers signes. Les premières semaines avec Thierry furent éprouvantes. Claude passait ses nuits dans l'écurie, dormant sur une vieille chaise à côté du box du poulain. Le vétérinaire, le docteur Laurent, venait quotidiennement, secouant la tête avec un mélange de perplexité et d'admiration devant la détermination de Claude. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'investir autant pour un poulain, remarqua-t-il un soir, après avoir administré les derniers médicaments. Mais il y a quelque chose de différent chez celui-ci, n'est-ce pas ?» Claude acquiesça silencieusement. En effet, malgré sa faiblesse, Thierry manifestait une volonté de vivre extraordinaire. Ses yeux, d'une couleur ambrée inhabituelle, suivaient chaque mouvement de Claude avec une intensité troublante. La marque en forme de croissant sur son front semblait parfois luire faiblement dans l'obscurité, mais Claude se disait que c'était probablement un effet de la lumière. Un soir, alors que l'orage grondait au-dessus de la Provence, quelque chose d'étrange se produisit. Thierry, qui pouvait à peine se tenir debout jusqu'alors, se redressa soudainement. Ses oreilles pointées vers l'avant, il émit un hennissement différent de tout ce que Claude avait entendu auparavant. Quelques secondes plus tard, un éclair frappa un arbre proche des écuries, mais tous les chevaux restèrent étrangement calmes, comme si la présence de Thierry les rassurait. Au fil des jours, le poulain reprenait des forces. Claude lui préparait des mélanges d'herbes selon une recette transmise par sa mère, Margot, dont il se souvenait vaguement. En le nourrissant, il lui parlait doucement en provençal, lui racontant l'histoire de la ferme, de ses parents, et de leur passion pour les chevaux. Un matin, alors qu'il nettoyait le grenier à la recherche de vieux harnais, Claude découvrit une boîte en bois sculptée qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, enveloppé dans un foulard en soie, se trouvait un ancien journal intime appartenant à sa mère.
Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, mais ce qui attira son attention fut un croquis, un cheval avec une marque en forme de croissant sur le front. Troublé par cette découverte, Claude commença à lire les premières pages. Sa mère y décrivait une légende familiale, transmise de génération en génération, parlant d'un cheval extraordinaire qui apparaîtrait dans les moments cruciaux de l'histoire des Dubois. Selon le récit, ce cheval serait le gardien d'un secret capable de transformer leur compréhension du monde. Les semaines passèrent, et Thierry se transformait de jour en jour. Sa robe Isabelle avait pris une teinte dorée presque surnaturelle, et il démontrait une intelligence qui dépassait l'entendement. Il semblait comprendre non seulement les ordres simples, mais aussi les conversations complexes. Les autres chevaux de l'écurie le traitaient avec un respect inhabituel, comme s'ils reconnaissaient en lui quelque chose de spécial. Un jour, alors que Claude lui apprenait à marcher en longe, Thierry s'arrêta brusquement et fixa un point dans le champ de lavande. Quelques instants plus tard, une petite fille émergea des fleurs, en pleurs et désorientée. Elle s'était perdue en jouant et errait depuis des heures. Sans l'intervention de Thierry, personne n'aurait remarqué sa présence. Diez chapitre 3, les secrets du journal, les révélations contenues dans le journal de Margot obsédaient Claude. Chaque soir, après avoir vérifié que Thierry et les autres chevaux étaient bien installés pour la nuit, il s'installait dans le vieux fauteuil en cuir de son père et plongeait dans les écrits de sa mère. Le 15 mai 1962, lut-il un soir. Grand-mère Rose m'a enfin raconté l'histoire complète du gardien. Elle dit que tous les 100 ans, un cheval naît avec le pouvoir de révéler le grand secret des Dubois. Ce n'est pas un hasard si notre famille a toujours été liée aux chevaux. Le dernier gardien est apparu en 1862, à l'époque de mon arrière-grand-père. La marque du croissant est le signe, mais il y en a d'autres. Le gardien peut sentir les dangers, guider vers les trésors perdus, et même comprendre les pensées les plus profondes de notre famille. Claude leva les yeux du journal et observa par la fenêtre. Dans le pré éclairé par la lune, Thierry galopait librement, sa robe dorée brillant d'un éclat presque surnaturel. La marque en forme de croissant sur son front semblait pulser doucement dans l'obscurité. Les jours suivants, Claude commença à noter systématiquement les comportements étranges de Thierry. Le cheval avait développé une habitude particulière. Chaque matin, il se dirigeait vers un ancien olivier dans le coin le plus reculé de la propriété. Il y restait immobile, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Intrigué par ce comportement, Claude décida d'examiner l'olivier de plus près. C'était un arbre centenaire, son tronc noueux portant les cicatrices du temps. En l'observant attentivement, il remarqua quelque chose d'étrange, des symboles à peine visibles étaient gravés dans l'écorce. Il ressemblait étrangement au croquis que sa mère avait dessiné dans son journal. Un matin, alors que le Mistral soufflait sur la Provence, Élise, la petite fille de Claude, vint en visite à la ferme. Du haut de ses 8 ans, elle avait hérité de la sensibilité familiale envers les chevaux. Dès qu'elle vit Thierry, quelque chose de remarquable se produisit. Le cheval s'approcha d'elle et inclina la tête, permettant à la petite fille de toucher la marque sur son front. « Papy, dit-elle avec l'innocence de l'enfance, Thierry dit qu'il y a quelque chose d'important sous l'olivier. Il dit que c'est lié à grand-mère Margot. » Claude fut stupéfait. Comment Élise pouvait-elle savoir pour l'olivier? Il n'en avait parlé à personne. Dans le journal de sa mère, il y avait une mention énigmatique sur le don spécial des enfants de la famille, leur capacité à communiquer plus facilement avec le gardien. Cette nuit-là, incapable de dormir, Claude retourna aux pages du journal. Un passage particulier attira son attention, le secret ne peut être révélé que lorsque 3 générations des Dubois sont réunies en présence du gardien. C'est alors que la vérité sur notre héritage sera enfin dévoilée. Pendant ce temps, des rumeurs commençaient à circuler dans le village. Les gens parlaient de phénomènes étranges autour de la ferme des Dubois. Certains juraient avoir vu une lumière dorée danser autour des écuries les nuits de pleine lune. D'autres racontaient que leurs chevaux devenaient inexplicablement calmes dès qu'ils approchaient de la propriété. Diez chapitre 4, l'éveil des souvenirs. La présence d'Élise à la ferme avait changé quelque chose. Depuis sa conversation avec Thierry, la petite fille passait tout son temps libre auprès du cheval. Claude observait leur interaction avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il voyait sa petite fille murmurer à l'oreille de Thierry, rire comme si elle entendait des réponses, et parfois rester immobile pendant de longues minutes, son front appuyé contre celui du cheval, la marque du croissant brillant doucement. Un après-midi particulièrement chaud, alors que la lavande embaumait l'air, Élise vint trouver Claude dans son bureau. Ses yeux brillaient d'une excitation contenue. «
Papy, Thierry m'a montré quelque chose. Dans mes rêves, j'ai vu grand-mère Margot. Elle était jeune, et elle enterrait une boîte près de l'olivier. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. Elle a dit que c'était pour protéger notre famille. Claude sentit son cœur s'accélérer. Dans le journal de sa mère, il y avait des passages cryptiques sur un trésor familial, quelque chose de bien plus précieux que de l'or ou des bijoux. C'est notre héritage véritable, avait-elle écrit, le secret qui explique notre don avec les chevaux. Cette nuit-là, un orage violent s'abattit sur la Provence. Les éclairs illuminaient le ciel comme en plein jour, et le tonnerre faisait trembler les vitres de la vieille demeure. Tous les chevaux étaient agités, sauf Thierry. Il se tenait droit dans son box, les yeux fixés sur l'olivier. Soudain, un éclair particulièrement viol frappa près de l'arbre centenaire, illuminant le sol autour de ses racines. Le lendemain matin, Claude et Élise découvrirent que la foudre avait déterré quelque chose. Une partie des racines de l'olivier avait été exposée, révélant un petit espace où brillait un objet métallique. C'était une ancienne clé en bronze, ornée de symboles similaires à ceux gravés dans l'écorce de l'arbre. « Je la reconnais, » murmura Élise, « c'est la clé que grand-mère tenait dans mon rêve. » La découverte de la clé déclencha une série d'événements étranges. Les chevaux de l'écurie commencèrent à se comporter différemment, comme s'ils répondaient à un appel silencieux. Thierry, lui, semblait plus majestueux que jamais. Sa présence était devenue presque royale, et même les visiteurs les plus sceptiques ne pouvaient s'empêcher de remarquer qu'il y avait quelque chose de particulier chez ce cheval. Marie, la fille de Claude et mère d'Élise, revint précipitamment à la ferme après avoir fait un rêve troublant. Elle avait vu sa mère Margot, debout près de l'olivier, tenant un livre ancien. Dans son rêve, Margot répétait une phrase en boucle, « Quand les 3 anneaux seront réunis, le cercle sera complet. » Le soir même, alors que les 3 générations des Dubois étaient réunies dans le salon, Thierry se mit à hennir de façon insistante. Son appel résonnait dans toute la propriété, comme une convocation impossible à ignorer. Lorsqu'ils sortirent, ils le trouvèrent près de l'olivier, grattant le sol de son sabot à un endroit précis. Diès chapitre 5, la révélation de l'olivier. L'endroit que Thierry indiquait près de l'olivier semblait ordinaire à première vue, mais quand Claude approcha la clé en bronze nouvellement découverte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La terre commença à vibrer légèrement, et un son cristallin, presque musical, s'éleva dans l'air du soir. Élise, qui tenait fermement la main de sa mère Marie, pointait du doigt des petites lumières qui commençaient à danser autour de l'arbre. « Regardez! C'est comme dans mon rêve !» s'exclama-t-elle. Les lumières, semblables à des lucioles dorées, formaient un motif complexe qui rappelait étrangement la marque sur le front de Thierry. Claude, guidé par une intuition profonde, inséra la clé dans une fente à peine visible entre les racines de l'olivier. Le mécanisme ancien céda dans un grincement, révélant une cavité naturelle sous l'arbre. À l'intérieur, ils découvrirent un coffret en bois précieux, magnifiquement ouvragé, portant les armoiries de la famille Dubois. « Je reconnais ce coffre, » murmura Marie, les yeux écarquillés. « Maman me le montrait parfois quand j'étais petite, mais elle ne l'ouvrait jamais. Elle disait que son temps n'était pas encore venu. » À l'intérieur du coffret, ils trouvèrent 3 anneaux en argent, chacun gravé de symboles mystérieux, et un livre relié en cuir dont les pages jaunies contenaient des textes en occitan ancien. Les mains tremblantes, Claude commença à lire à haute voix, traduisant pour sa famille les secrets longtemps gardés de leur lignée. Les Dubois, apprirent-ils, n'étaient pas de simples éleveurs de chevaux. Ils étaient les gardiens d'une tradition ancestrale, les protecteurs d'un don extraordinaire transmis depuis les temps des troubadours. Leur capacité à communiquer avec les chevaux n'était que la surface d'un pouvoir bien plus profond, celui de maintenir l'harmonie entre le monde des hommes et celui des animaux. Selon le livre, chaque siècle voyait naître un gardien, un cheval marqué du croissant de lune, destiné à réveiller et renforcer ce don dans la famille. Les 3 anneaux représentaient les 3 piliers de leur héritage, la sagesse du passé, la force du présent et l'espoir de l'avenir. Lorsque 3 générations les porteraient ensemble en présence du gardien, le don atteindrait sa pleine puissance. Thierry, qui observait la scène avec une intensité presque surnaturelle, s'approcha doucement. Sa marque en croissant brillait maintenant d'une lumière dorée constante, illuminant le crépuscule provençal. Les autres chevaux de l'écurie s'étaient rassemblés en cercle autour d'eux, comme témoins silencieux de ce moment crucial. Claude distribua les anneaux, le plus ancien à lui-même, représentant la sagesse, le deuxième à Marie, symbole de la force, et le dernier à Élise, porteuse de l'espoir.
Au moment où ils les passèrent à leurs doigts, une onde de chaleur bienveillante traversa la propriété. Les lavandes semblaient plus violettes, l'air plus pur, et chaque être vivant plus conscient de sa connexion avec les autres. Dièse chapitre 6, l'héritage éternel. Les jours qui suivirent la découverte transformèrent profondément la ferme des Dubois. Les 3 anneaux, portés par Claude, Marie et Élise, semblaient avoir éveillé quelque chose d'ancien et de puissant dans la terre même de Provence. Les chevaux de la région, même ceux qui n'appartenaient pas à la famille, commencèrent à se comporter différemment, comme s'ils répondaient à un appel ancestral. Thierry était devenu plus majestueux que jamais. Sa présence rayonnante attirait des visiteurs de toute la région, certains parcourant des centaines de kilomètres après avoir entendu parler du cheval miracle de Provence. Les gens racontaient que leurs maux s'apaisaient en sa présence, que leurs inquiétudes se dissipaient au simple contact de sa robe dorée. Un matin particulièrement lumineux, alors que le soleil se levait sur les champs de lavande, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Thierry conduisit la famille vers une partie inexploitée de la propriété, où ils découvrirent les ruines d'un ancien temple équestre, enfoui depuis des siècles. Les symboles gravés sur les pierres correspondaient exactement à ceux des anneaux et du journal de Margot. C'est là, au milieu de ces vestiges sacrés, que le véritable pouvoir des 3 anneaux se révéla. Lorsque Claude, Marie et Élise formèrent un cercle autour de Thierry, leurs anneaux commencèrent à briller d'une lumière dorée. Une onde d'énergie pure se répandit à travers la campagne provençale, réveillant une magie ancestrale qui sommeillait depuis des générations. Les chevaux de toute la région se mirent à galoper vers la ferme des Dubois, guidés par un instinct plus ancien que la mémoire. Dans leurs yeux brillait une nouvelle conscience, un éveil à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le don des Dubois n'était pas simplement de communiquer avec les chevaux, c'était le pouvoir de restaurer l'harmonie perdue entre les hommes et les animaux, un équilibre sacré dont le monde moderne avait désespérément besoin. Élise, avec l'innocence et la sagesse de l'enfance, fut la première à comprendre. Les chevaux ont toujours su, dit-elle doucement, sa main posée sur l'encolure de Thierry. Ils attendaient juste que nous nous souvenions. La nouvelle de ce qui s'était passé à la ferme des Dubois se répandit comme une traînée de poudre à travers la France, puis au-delà des frontières. Des chercheurs, des mystiques et des amoureux des chevaux du monde entier convergèrent vers ce petit coin de Provence, attirés par les récits d'une harmonie retrouvée entre l'homme et l'animal. Claude comprit alors que le véritable héritage des Dubois n'était pas destiné à rester secret, mais à être partagé avec le monde. La ferme devint un sanctuaire, un lieu où les gens venaient pour se reconnecter avec la sagesse ancestrale des chevaux, pour réapprendre ce langage silencieux que leurs ancêtres connaissaient si bien. Thierry, le gardien de cette nouvelle ère, se tenait fièrement aux côtés des 3 générations Dubois, sa marque en croissant brillant comme un phare d'espoir dans un monde en quête de sens. Son histoire, leur histoire, était devenue un symbole de ce qui était possible quand on osait croire en la magie qui sommeille dans le cœur des hommes et des bêtes. Fin de l'histoire, chers auditeurs, l'histoire extraordinaire de la famille Dubois et de Thierry vous a transporté dans un monde où la magie et la réalité se rencontrent dans les collines parfumées de Provence. Si vous aussi vous croyez en la puissance des liens qui unissent l'homme et l'animal, si vous pensez que certains mystères méritent d'être préservés et partagés, rejoignez notre communauté de conteurs et de rêveurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires qui éveillent l'âme et nourrissent l'imagination. Laissez un « j'aime » si l'histoire de Thierry a touché votre cœur, et partagez dans les commentaires vos propres expériences de connexion magique avec les animaux. Une playlist spéciale « Contes de Provence » vous attend, remplie d'histoires tout aussi envoûtantes que celle-ci. Cliquez sur la clochette pour ne manquer aucune de nos futures aventures, car comme les Dubois l'ont découvert, la magie n'attend que d'être réveillée dans nos cœurs.